l'ensemble du monde politique turc actuellement est anti-israélien, que ce soit à gauche ou à droite. Et Erdogan avait aussi cette capacité de forcer son système politique à accepter, par exemple, en 2015-2016, une normalisation des relations avec Israël. Bonjour et shalom, Richard Darmon, micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous analysons cette semaine la situation politique et économique en Turquie et ses implications sur les relations de ce pays avec Israël, notamment après la dernière crise de ce couple israélien emprisonné pendant une semaine à Istanbul et que le président turc Erdogan a fait aussitôt libérer, enfin après une semaine tout de même. Et avec nous pour aborder ce dossier, Rémi Daniel, qui est dans le studio. Bonjour et shalom, Rémi. Bonjour, shalom. Je rappelle aux auditeurs qu'après être sorti de l'école normale française et avoir obtenu un diplôme à l'université Paris 1, vous avez aussi étudié à l'université turque du Bosphore à Istanbul. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'Israéliens. Et actuellement, vous êtes chercheur à l'Institut des études nationales de sécurité, l'INSS de l'université de Tel Aviv, et doctorant à l'université hébraïque de Jérusalem avec comme justement spécialité les relations turco-israéliennes. À ce titre, vous vous rendez de temps à autre en Turquie pour étudier de près la situation sur le terrain. D'ailleurs, je crois savoir que vous revenez d'un tout récent séjour dans ce pays où, si je ne me trompe pas, vous étiez déjà sur place au moment même de la dernière crise Ankara-Jérusalem, relative donc à cet emprisonnement arbitraire pendant 8 jours d'un couple de touristes israéliens accusés d'espionnage pour avoir photographié le palais du président Erdogan. Et qu'ils furent libérés, comme on s'en souvient, suite à l'intervention de ce même Erdogan en personne, consécutive à une intense activité diplomatique entre Israël et la Turquie. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous expliqueriez, parce que vous connaissez bien les ressorts de la scène politique et diplomatique turque, cette fort curieuse coïncidence, ou plutôt concomitance, c'est le mot exact, survenue voilà quelques semaines, entre l'intention affichée par Erdogan d'expulser une dizaine d'ambassadeurs de pays étrangers, trop critiques selon lui envers la Turquie, et puis une expulsion d'ailleurs à laquelle il a dû renoncer, avec quelques jours plus tard la soudaine irruption donc, de cette crise intense entre Ankara et Jérusalem à propos donc, de l'arrestation et de l'emprisonnement de ce couple de touristes israéliens accusé d'espionnage et dont le seul tort est d'avoir, je disais à l'instant, photographié donc à distance le palais d'Erdogan. Est-ce que c'est lié ces deux crises sur la scène diplomatique ? Alors, je pense qu'elles ne sont pas liées, pour être très honnête. Je pense que l'histoire des ambassadeurs occidentaux est plutôt à relier à l'affaire qu'il y a eu il y a environ un mois d'arrestation d'étudiants arabes en Turquie accusés d'avoir servi d'agents ou en tout cas d'indiques pour le Mossad. Là, il y a quelque chose à expliquer, à relier, une espèce de volonté d'Erdogan d'avoir une politique plus ferme et plus vindicative, aussi pour des raisons de politique intérieure. L'affaire du couple des touristes israéliens, personnellement, je l'interprète de manière très différente comme une erreur, quelque chose qui est un peu sorti des proportions, puisque ils n'ont pas totalement été arrêtés parce qu'ils ont pris la photo. Ça n'a pas été clic-menotte. Ils ont pris une photo et ils se sont retrouvés dans le restaurant avec leur guide et ils ont décidé d'envoyer la photo en entourant la maison d'Erdogan, en criant visiblement son nom, Erdogan, Erdogan. Et ils ont envoyé la photo à un groupe familial en hébreu, ce qui a créé un soupçon de la part d'un serveur. La situation est visiblement plutôt celle d'un malentendu. On peut la comparer s'il y avait, je ne sais pas, un groupe de touristes arabes qui se mettait à parler Balfour, Bennett en plein sommet international, puisqu'il faut aussi rappeler qu'ils n'ont pas eu de bol. Parce que c'était vraiment un moment où Erdogan, qui est la plupart du temps à Ankara, la capitale turque, se retrouvait à Istanbul pour un sommet international qui crée un certain nombre de tensions à la base. Et moi qui étais à Istanbul à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait une présence policière plus forte puisqu'il y avait un événement international. Donc ces pauvres touristes ne sont pas comportés de la manière la plus intelligente. Comme ils parlaient en hébreu, qu'ils ont dit Erdogan, qu'ils ont entouré la maison dans une photo qu'ils ont envoyée, un serveur a appelé la police. La police turque n'est pas la plus douce. Ils se sont retrouvés en prison. Il est possible que la personne qui ait pris cette décision ne soit même pas Erdogan, ne soit même pas du gouvernement, mais un commissaire qui s'est dit je vais les garder 48 heures en garde à vue, pas de problème. Les médias israéliens en ont parlé, l'affaire a fait boule de neige et c'est à ce moment-là
qu'Erdogan intervient. Donc je pense que cette affaire nous apprend plusieurs choses sur la Turquie et sur son système, mais il ne faut pas forcément la voir comme la volonté du président Erdogan de chercher des gens, de les accuser. Il y a eu malentendu, erreur de part et d'autre, et vraiment un effet boule de neige qui a fait que ces gens-là sont restés malheureusement 7 jours dans les prisons turques. Donc là, vous êtes assez clair, les deux crises, les ambassadeurs d'une part et cette crise-là ne sont pas liées. Mais est-ce que tout de même, au-delà des circonstances, des fois c'est vrai qu'intervient une affaire de manière impromptue et il y a soit des erreurs, soit des postures qui sont mal interprétées. Mais est-ce que, si par exemple on fait mention d'un autre fait qui n'a pas fait grande presse en Turquie, mais de la tentative, non pas d'assassinat, mais d'une sorte d'objet suspect qui a été découvert, je crois, samedi après-midi, avant la tenue d'un meeting dans une ville du sud-est de la Turquie, à Sirte, et chez un policier qui devait se rendre ensuite sur les lieux. Bref, il y a eu des titres en Israël tout de suite en disant qu'il y a eu une tentative d'attentat contre Erdogan. Est-ce que malgré tout, au-delà de ces faits qui sont des fois grossis et mal gérés par les médias, est-ce qu'il n'y a quand même pas une situation de désarroi, voire d'usure politique du régime Erdogan, dans lequel se trouve ce régime à peu près 1 an et demi des prochaines élections, avec tout de même une situation économique, socio-économique complètement déplorable, voire pathétique, dans laquelle se trouve plongée la Turquie, un fort taux de chômage et une dévaluation permanente et sans précédent de sa monnaie. Est-ce que le président turc ne fait pas feu de tout bois pour, je dirais, attirer l'attention sur d'autres sujets ? Je pense que vous avez raison. Alors, je suis d'accord avec vous. Mettons de côté cette histoire de tentative d'attentat. Elle est trop floue pour qu'on puisse la considérer comme un signe de quelque chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des signes de la faiblesse politique d'Erdogan à 2 niveaux. Il y a une faiblesse d'Erdogan et de la Turquie au niveau international. On a vu en 2020 la Turquie faire feu de tout bois en Syrie, en Azerbaïdjan, dans l'Est méditerranéen. Et il y a maintenant un effet de retour de toute cette agressivité turque de 2020 qui, en 2021, a conduit à un isolement de la Turquie. Donc, Erdogan essaye de sortir de cet isolement. Et la deuxième chose, vous avez tout à fait raison, la situation économique en Turquie est très mauvaise, avec la dévaluation très, très importante. On parle de plus d'un tiers en 1 mois de la dévaluation de la lire turque par rapport au dollar. Tout ça, ça veut dire énormément d'inflation. Vous avez évoqué aussi le chômage, et dans ce contexte, il faut le dire, beaucoup de la population turque accuse Erdogan et notamment sa politique monétaire absurde comme étant le principal responsable. Donc il y a cette faiblesse qu'on voit parce qu'en 2019, il a perdu notamment les élections municipales à Istanbul. Hier, il y a eu des élections pour le président du barreau en Turquie et son candidat a perdu. Tous les sondages montrent que visiblement, il n'aura pas de majorité au Parlement, il ne serait pas réélu aux élections de 2023. Donc il y a une faiblesse internationale et une faiblesse de politique intérieure d'Erdogan qui, bien sûr, le conduit à agir de manière un peu plus vindicative, un peu plus violente aussi, sur différents théâtres d'opération. Mais en ce qui concerne les relations avec Israël, on assiste à une sorte de cycle qui revient ces 3 dernières années, de manière donc périodique, où quand Israël marque des points au plan international ou régional, soit au moment des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, soit avec le Bahreïn, soit lorsque Israël, c'est le cas d'ailleurs cette semaine, développe son alliance énergétique et géopolitique avec la Grèce et Chypre, qui sont pas ces 2 pays qui ne sont pas tellement bien considérés en Turquie. On a l'impression, à chaque fois que donc Israël avance dans ces alliances régionales, on entend des sons de cloche, pas forcément dans la presse turque elle-même, mais dans certains cercles autorisés qui diffusent des rumeurs selon lesquelles Ankara voudrait vraiment renouer ses relations avec Israël et donc sortir de la brouille qui existe depuis une bonne dizaine d'années, puisque les choses ont commencé à empirer après l'incident du Marmara en 2010, la période 2009-2010
2010. Alors, est-ce que, j'ai une question à double tiroir, est-ce qu'il y aurait un intérêt économique et diplomatique pour la Turquie de renouer avec Israël et est-ce que c'est pas contradictoire? On en avait parlé lors d'un rendez-vous d'il y a quelques mois avec la posture très anti-israélienne d'Erdogan lui-même et puis son aide au Hamas de Gaza et toutes sortes de dénonciations d'Israël comme un État qui occupe Jérusalem, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ces bruits de réconciliation? Alors, ce qui est sûr, et là c'est lié avec ce que j'évoquais dans ma dernière réponse, le fait que la Turquie en 2021 aussi, avec tous ces changements régionaux et aussi le départ de Trump, se retrouve plus isolée que jamais et essaye de rompre cet isolement quand elle voit qu'en effet un axe est en train de se construire entre Athènes, Nicosie, Jérusalem, Le Caire, et ça va jusqu'à Abu Dhabi, Dubaï, etc. Et donc la Turquie a essayé d'envoyer un certain nombre de signes vis-à-vis des différents pays de cet axe. Il y a eu des tentatives de rapprochement aussi avec l'Égypte, qui n'ont pas conduit à grand-chose. Il y a eu cette tentative de rapprochement avec Israël que vous avez évoquée. On peut aussi évoquer, et dans ce contexte-là, c'est aussi lié à la crise économique, mais la visite de Mohammed Ben Sayed des Émirats Arabes Unis en Turquie, et ça aussi c'est très important parce qu'il faut comprendre que en Turquie, Israël c'est un grand ennemi, mais les Émirats Arabes Unis aussi, on les accuse d'avoir financé la tentative de coup d'État de 2016, et pourtant on leur a on a reçu l'héritier du trône émirati de manière assez glorieuse à Ankara, parce que notamment il est venu avec son carnet de chèques. Donc dans la politique régionale de la Turquie de rompre son isolement, il y a un certain nombre de tentatives de rapprochement et Jérusalem fait partie des cibles. Alors il y a un intérêt commercial, mais moins parce que les relations commerciales entre les deux pays n'ont pas subi d'impact négatif de la crise politique que vous avez évoquée. Mais l'idée quand même que la Turquie aimerait bien sortir de rompre cet axe qu'elle voit comme étant un axe qui lui est plutôt opposé et trouver de nouveaux alliés dans la région. Malgré le fait que ces dernières années, en suivant son cours pro-islamiste et je dirais d'alliance, la Turquie s'est rapprochée considérablement de la Russie et de l'Iran. Et puis elle a mené des actions contre les Kurdes. Il y a vraiment un problème. Est-ce que côté cour, côté jardin, on peut pas être à la fois dans l'axe proche donc de Moscou et de Téhéran et en même temps vouloir être allié d'Israël? C'est pas évident. Eh bien, c'est un peu un exercice en effet d'équilibrisme un peu raté de la part de la Turquie, parce qu'en effet Erdogan a été très proche de Poutine et du pouvoir iranien pendant une certaine époque, mais ce n'est plus le cas maintenant, notamment parce qu'en Syrie la Turquie soutient des groupes islamistes à Idlib et la Russie et l'Iran soutiennent le régime de Bachar al-Assad qui veut récupérer Idlib. Donc même des zones de coopération entre les trois pays, comme la Syrie, deviennent maintenant des zones de tension. Et donc la Turquie, en effet, a essayé d'être équilibriste, d'aller voir les Russes, les Iraniens, et maintenant se retrouve un peu toute seule. Et il faut le dire aussi que du point de vue de Jérusalem, alors que pendant très longtemps, si on regarde l'histoire, les Israéliens ont toujours été prêts à améliorer leurs relations avec la Turquie, en 2021, c'est moins le cas. Alors, revenons-en au séjour que vous avez fait, tout récent. On parlait de la situation économique. Est-ce qu'on touche du doigt quand on est sur le terrain, on discute avec les gens, puisque vous parlez parfaitement cette langue, le turc, et on touche du doigt cette crise économique et cette usure politique sur le terrain avec les gens? Vous avez eu des échos? Il y a une des choses assez évidentes, c'est les prix qui évoluent de visite en visite de manière assez importante. On voit en effet qu'un certain nombre de gens qui parlent dans la rue, enfin, je ne me suis pas baladé en leur demandant alors est-ce que tu aimes ton président ou pas, mais on sent quand même une augmentation des prix. Quand même, les gens évoquent assez régulièrement le fait qu'ils ont du mal à fermer les fins de mois, que la situation est compliquée, et notamment cela touche des produits, et ça même les médias turcs en parlent, mais des produits les plus basiques, la farine, le sucre, l'essence, l'huile, tous ces produits vraiment de base ont vu leur prix augmenter selon certaines estimations presque de 100% en un an, alors que les salaires n'ont pas évolué. Il y a vraiment cette sensation de beaucoup de gens que la situation devient très difficile, avec deux discours. Le discours
qui, je pense, est quand même majoritaire, qui est d'accuser Erdogan et sa politique, et un discours aussi du cœur de la base électorale d'Erdogan, qui est encore 25, 30, 35% environ, qui explique ça par une espèce de guerre économique, de forces étrangères qui font exprès de faire chuter la lira pour affaiblir le pouvoir turc, et donc qui appellent au contraire à une mobilisation plus grande derrière Erdogan et son gouvernement. Mais est-ce que, bien qu'il est encore trop tôt pour le dire, on est quand même, je parlais tout à l'heure d'usure de pouvoir, et vous avez corroboré cette situation, est-ce qu'on était à la veille du début de la fin de l'ère Erdogan, d'après ce que vous sentez? En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que les élections sont censées être dans 1 an et demi, et on voit que l'opposition est déjà en campagne. C'est-à-dire que là, vraiment, le week-end, vous avez évoqué le meeting d'Erdogan à Sirte, mais l'opposition a aussi organisé un grand meeting, et il y a vraiment cette idée que tout le système politique turc se prépare à des élections, et beaucoup de gens se préparent aussi à la fin de l'ère Erdogan. Alors, il y a le débat, à quel point les élections seront-elles libres, à quel point le pouvoir Erdogan, s'il perd, sera prêt à abandonner le pouvoir. J'ai entendu des gens très optimistes sur ces 2 points, des gens moins optimistes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même plus que jamais, mais ça, il ne faudrait pas aller trop vite en besoin, mais plus que jamais l'impression que oui, en effet, peut-être, en 2023, il va se passer quelque chose, un changement important en Turquie, même si 1 an et demi, c'est long. Bien sûr. Et ce serait bon pour les relations Israël-Turquie, le départ d'Erdogan du pouvoir? Je pense que pas forcément, très honnêtement. Il est assez clair que l'ensemble du monde politique turc actuellement est anti-israélien, que ce soit à gauche ou à droite. Et Erdogan avait, donc lui, attaqué assez régulièrement Israël, vous l'avez mentionné, mais il avait aussi cette capacité de forcer son système politique à accepter, par exemple, en 2015-2016, une normalisation des relations avec Israël. De même que en Israël, Netanyahou, alors que beaucoup de gens le critiquaient parce qu'il a payé des compensations aux familles qui sont des gens qui sont morts pendant l'incident du Mavi Marmara, il s'est excusé. Netanyahou avait cette force politique qui lui permettait de passer outre l'opinion publique, et Erdogan avait aussi cette force politique. Peut-être qu'une autre personne à sa place n'aura pas cette liberté d'action d'aller contre le système politique turc qui, dans sa très 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 vaste majorité, est assez anti-israélien. Alors, dernière question, on avait remarqué que le cours très anti-israélien public, j'allais dire, du régime Erdogan a culminé à l'époque de l'ère Trump, puisque toutes les prises d'opposition les plus pro-Hamas et les plus offensives, en fait, se sont passées pendant les 4 ans du gouvernement de l'administration Trump à la Maison-Blanche. Et maintenant, le fait qu'évidemment, on a changé de locataire à la Maison-Blanche, c'est aussi un facteur qui pousse Erdogan à vouloir sortir de son isolement, et surtout à devoir négocier avec un Joe Biden qui ne le porte pas tellement dans son cœur aussi. Oui, alors c'est vrai que Trump a eu 2 effets. D'abord, en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, il a créé un cycle qui a conduit notamment à des violences à la frontière de Gaza. Et en fait, la position turque, et c'est une position qui est très réactive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement, Erdogan réagit de manière agressive. Donc là, il y a eu un certain nombre d'événements. Puis il savait aussi que Trump le laissait faire. C'est-à-dire que très clairement, Trump a donné une liberté d'action à Erdogan en Syrie et sur d'autres terrains. Y compris contre les Kurdes. Partout. Donc Trump était vraiment un très très bon allié pour Erdogan. On arrive avec Joe Biden à une situation très différente, vous l'avez dit. Les relations entre Biden et Erdogan sont mauvaises, et Erdogan l'a dit. Il y a eu la reconnaissance du génocide arménien par Biden, il y a eu d'autres tensions qui sont nombreuses entre les 2 hommes. Donc ça, en effet, ça modère Erdogan, mais c'est vrai aussi que les relations entre Israël et les États-Unis sont un peu moins bonnes que ce qu'elles ne l'étaient. Et ça a toujours été un facteur aussi. La Turquie a toujours voulu se rapprocher d'Israël pour se rapprocher des États-Unis grâce à Israël. Quand les relations entre Washington et Jérusalem sont moins bonnes, cet effet marche un petit peu moins. Et ça, c'est plus un ticket gagnant de se rapprocher de Jérusalem maintenant. En tout cas, merci Rémi et Daniel pour ces précisions. C'est toujours intéressant j'allais dire, faire parler quelqu'un qui était sur le terrain et qui connaît bien les réalités locales. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine.